Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur le plateau d'Onzito sur Médiane TV. Et comme à chaque fois, nous avons deux sujets à traiter ensemble ce matin. D'abord, nous allons nous attaquer à ces pensées limitantes. Ensuite, on parlera dermatologie et plus précisément de psoriasis. Vous êtes persuadé que vous êtes incapable de relever des défis, vous êtes persuadé que les autres sont mieux que vous êtes persuadé que vous êtes moche. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous démontrer que vous valez quelque chose et quelque chose de très bien même. Et pour cela, j'ai avec moi deux grands spécialistes. Rizlan Charaibi, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute, fondatrice de l'Institut marocain de psychothérapie intégrative. Et Younes Lhiaoui, bonjour. Bonjour Yassine. Vous êtes directeur de la rédaction et de la publication de Nafs Magazine et coach consultant en développement personnel. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Onzito. Alors, on va commencer par le commencement, les pensées limitantes. Qu'est-ce que c'est exactement, Rizlan Charaibi? Alors, les croyances limitantes, c'est en fait cette petite voix intérieure qui, je compare souvent ça à cet élastique invisible. Si à chaque fois qu'on doit faire une action, passer à l'action, réaliser un défi et dépasser ça, hop, il tire en arrière. Et c'est cette petite voix qui vient nous convaincre qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas capable, contrairement à des croyances facilitantes qui, justement, c'est le ressort pour aller de l'avant. Quand vous dites c'est une petite voix de l'intérieur? C'est une petite voix de l'intérieur, elle peut être consciente, inconsciente. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher toutes les croyances limitantes inconscientes. On verra, j'imagine, tout à l'heure, qu'est-ce qui les crée, qu'est-ce qui va les constituer. Et réussir à les débloquer, voilà, c'est comme un saut d'obstacle dans un tour de piste pour un coureur, voilà, un obstacle à la fois, pouvoir dépasser ces croyances limitantes-là. Alors, j'ai du mal quand même à comprendre la définition parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en considération dans ces pensées limitantes. C'est parce que quand vous dites, c'est ce qui vient me dire, c'est une petite voix qui vient me dire, tu ne vas pas être capable de le faire. Alors, c'est quoi la différence avec la raison, Younes? Alors, tu as raison de poser la question, parce qu'il faut commencer par dédramatiser la chose, parce que croyances limitantes, pour certains, ils appellent les messages contraignants, c'est des appellations un peu barbares, qui ne veulent pas dire grand-chose. De manière très simple, ce sont des convictions, ce sont des pensées, c'est une conviction profonde que j'ai en moi. Parfois, je le sais, j'en suis conscient, et parfois, c'est une conviction, mais dont je ne suis pas conscient. Et le plus simple, ce sont ces phrases qui commencent toujours par « je ne peux pas » ou « je ne sais pas »,« je ne peux pas parler en public »,« je ne serai heureux que lorsque j'aurai de l'argent »,« je ne peux plaire à quelqu'un que si je refais mon nez ». Ces convictions qui, pour notre entourage, peuvent paraître des fois complètement ridicules, parfois, sans vouloir entrer dans des jugements, mais qui vont être tellement profondes et ancrées en nous que ça va être notre réalité, qu'elles vont gérer et influencer toute notre vie. Alors la différence avec la raison, la différence est quand même grande. C'est probablement grâce à la raison qu'on va pouvoir résoudre ce problème, si on peut appeler ça comme ça, de croyances limitantes. C'est en conscientisant les choses, en les pensant, en les réfléchissant, en prenant du temps à les observer. Mais certains diraient, par exemple, désolé de vous interrompre, certains diraient « Ah non, non, moi c'est impossible pour moi de prendre la parole devant le public, ça ne serait pas raisonnable ». Oui. Donc souvent on complète aussi par « ça ne serait pas raisonnable ». Alors pour ces gens-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors dans la phrase, il utilise deux choses. D'abord le mot « impossible ». Et ça, c'est une croyance limitante, parce que lui, il s'est convaincu que c'est impossible de prendre la parole en public. Dans la deuxième partie de ta phrase, c'est que ce ne serait pas raisonnable. Oui. Et raisonnable ou pas, c'est souvent par rapport aux autres. Donc dans la même phrase, il va lui mettre en valeur une conviction qu'il a lui et faire appel, se cacher en réalité, se cacher derrière le fait que ce ne sera pas raisonnable. C'est pas raisonnable de venir dans une émission sans cravate. C'est pas raisonnable de faire un tas de choses parce que les autres vont dire ceci ou cela. Donc ce qu'il faut lire entre les lignes, ce qu'on va essayer de déceler derrière l'expression d'une croyance limitante, c'est tout l'environnement, les acteurs qui vont faire qu'une personne va être convaincue d'une chose. J'aimerais juste terminer par dire la chose suivante, c'est que les croyances limitantes dont on parle sont entièrement, exclusivement créées en nous. La société peut nous les souffler,
elle peut venir les renforcer. Mais c'est nous qui les créons. Alors comment, justement? On va essayer de comprendre le fonctionnement de ces croyances limitantes, Rizlane. Alors, ça peut venir d'une première étape dès la naissance. Le bébé, pour lui, ses parents sont Dieu. Le père et la mère sont Dieu. Donc, pour lui, s'il manque de quelque chose et que le parent n'a pas répondu tout de suite, ça crée une blessure psychique et il commence déjà à se mettre dans une situation... Ça met de la pression. Non, mais tout le monde passe par là, c'est normal. C'est comme ça qu'on grandit, en fait, en tant que personne, qu'on se constitue. Et pour lui, il y a un problème, il y a un besoin non comblé en termes de reconnaissance, de sécurité ou même d'amour. Est-ce qu'on peut donner un exemple? Oui, par exemple, un bébé qui pleure, sa mère a beau courir partout pour essayer de savoir ce dont il a besoin, et elle lui donne le sein, elle lui donne le biberon. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est juste un câlin, ou c'est juste changer la couche, ou elle lui change la couche, et en fait, ce qu'il cherche, c'est peut-être juste dormir. Okay. Et que, bon, alors, c'est ce petit décalage, et tout de suite, qu'est-ce qu'il se dit inconsciemment? Mes parents sont Dieu pour moi, et ils ne me comblent pas mon besoin, du coup, c'est de ma faute. C'est une première croyance limitante, en fait. Ça devient. Est-ce que ce n'est pas trop poussé non plus sur la construction de ces croyances limitantes? Alors, on travaille remonter beaucoup. Aussi loin? Oui, on remonte aussi loin. On remonte même durant les 9 mois de grossesse, hein, évidemment. C'est un équilibre comptable entre j'ai des blessures psychiques, des besoins non comblés, et j'ai tout ce qui peut, de façon viable, remplir mon affect, me rassurer, me remplir d'amour. Évidemment, on passe tous par des petites écorchures. Voilà, c'est pas. Maintenant, c'est cette balance, cet équilibre entre les deux colonnes. Et quand l'équilibre est justement déséquilibré et que la colonne des blessures dépasse celle de l'encadrement, de l'affect qui peut rassurer, on peut commencer à rationaliser. Par exemple, je ne suis pas une personne aimable. Et c'est ce bébé-là qui, plus tard, grand, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Jusqu'où il est prêt à aller pour se faire aimer? Jusqu'où... On a du mal, en fait, à se dire, nous qui ne sommes pas spécialistes, enfin moi, les téléspectateurs, quand on vous entend parler justement de cette construction qui remonte à un âge aussi... précoce, enfin à ce stade de bébé, se dire, ce bébé, est-ce qu'il a la capacité de se dire, on ne me prend pas dans les bras parce que je ne suis pas aimable? C'est compliqué pour nous un peu à saisir. Ça paraît surprenant, mais je rejoins complètement l'avis de Rizlane. En réalité, les psychologues parlent de cycle de 7 ans, de 0 à 7, c'est là que ça se joue. De 7 à 14 ans, on va ancrer nos croyances. Et de 14 à 21 ans, on va aller les consolider, les nourrir. Ça se joue de 0 à 7 ans parce que, ça va peut-être vous surprendre, mais finalement peut-être pas. L'enfant apprend très vite et découvre très vite les limites. L'enfant, d'abord, à la naissance et quelques années après la naissance, n'a pas de limite. Il va demander à son papa d'aller lui décrocher la lune, de grand-père qui est mort, de lui demander de revenir. L'enfant n'a pas de limite à la base. Mais quelques années plus tard, il va commencer à découvrir ses limites. Et c'est pour ça que c'est crédible que les croyances limitantes démarrent très tôt. Il va découvrir qu'il y a une fin à la vie, ça s'appelle la mort, qu'il y a la maladie, qu'il y a la misère, que papa n'est pas le plus fort, que moi, l'enfant, à la maison, on me dit que tu es le plus beau, mais en classe, je découvre que c'est pas vrai, que la petite fille que j'aime beaucoup, que j'aime bien, c'est pas moi qu'elle regarde. Donc les limites, on apprend extrêmement tôt à les intégrer et à les découvrir. Mais justement, cette histoire de bébé qui va pleurer et qui va se dire « moi je ne suis pas aimable, c'est pour ça qu'on ne me prend pas dans les bras », pourquoi il va aller dans cette pensée aussi négative et pourquoi il ne se dirait pas je vais apprendre à parler s'il est capable de raisonner autant? Parce qu'il ne va jamais remettre en question ses parents. Il y a une dette envers le parent qui est universelle. C'est les parents qui ont donné la vie. Et voilà. On est avec ça? On est avec ça. Okay. Chaque structure humaine arrive avec ce bagage-là. Et donc, on ne peut pas remettre en question les parents, donc on se remet en question pour justement justifier, rationaliser. Et en fait, ces croyances limitantes-là, moi, ça m'amène après à la solution de survie. Ne pas pouvoir parler en public, par exemple, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour ne pas risquer de me ridiculiser à un point tel que je risque la mort, finalement. Absolument. Je caricature. Alors, juste pour en fait nous rapprocher un peu plus de cette construction, c'est vrai que l'histoire que ça commence très très tôt, pour vous les spécialistes, c'est comme ça que ça débute, mais pour nous, c'est un peu plus difficile à palper. Est-ce qu'on peut, par exemple, avancer un petit peu dans l'âge et donner un exemple? Oui. C'est sûr que
un adolescent, on va dire, allez, on va prendre le cas classique, un adolescent, 16 ans, un garçon, régulièrement, son père va lui mettre la pression pour qu'il soit le meilleur en classe, et régulièrement, il y a des petites phrases vicieuses. Tu veux vendre des cacahuètes quand tu seras grand? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu seras pas à la hauteur. Et puis derrière, si ça se trouve, le père est c'est une personne carriériste qui a réussi. Et le père pense bien faire, en fait. Et évidemment, il pense pousser. Et pousser de l'avant, ce n'est pas mettre cette pression-là et du coup écraser. Et c'est ce qui va garder l'enfant. Et aussi en classe. T'es pas à la hauteur, voilà. On a tous connu ce prof qui était là en train de dire, allez-y au tableau, de quoi t'es capable. Donc c'est ça qui est vraiment, voilà. Oui. Et est-ce qu'on sera capable? On garde ça. On veut rejouer à l'infini cette blessure finalement devant toute la classe. Allez-y, est-ce que vous êtes capable? Mais on a envie de jouer le côté positif ou le côté négatif? Alors ça dépend de ce qui est, de cette structure psychique et affective qu'on a reçue, de ce bagage-là. Ça dépend avec quoi on arrive, avec cette force. Et les parents ont été derrière pour faire confiance. Et dans cette estime de soi, donc on y va. Justement, on va vouloir dépasser. Ou alors, on a été vraiment plombé. Et on sait qu'il y a des systèmes familiaux qui ne fonctionnent pas aussi, qui plombent. Absolument. Alors Younes, pour revenir à l'exemple de cet ado justement qui va être, entre guillemets, soi-disant boosté par son père, mais la manière, l'attitude, la façon est plutôt destructrice. Et c'est ce qui va venir installer ce type de pensée négative, justement, limitante. Comment ça va se rejouer plus tard dans l'avenir? Très belle question, parce que une fois que ces croyances s'installent, elles vont nous accompagner, elles vont définir notre destin. Ça paraît gros comme mot, mais alors un exemple simple que je vais donner juste après cette précision-là, c'est que cette croyance limitante, en réalité, n'ont pas toujours été limitantes. Il y a des croyances qui nous arrangent lorsqu'on est enfant. Un exemple. Un enfant timide, par exemple, en classe. Il le fait parce que ça l'arrange, parce que ça le protège, parce qu'en étant timide et réservé, eh ben, il ne s'expose pas au risque que ses camarades se moquent de lui ou que le prof lui donne une mauvaise note. Il va préférer rester un peu réservé, rester un peu timide, ne pas nécessairement... Alors, du coup, cette croyance-là, elle va l'arranger pendant un moment et il va pouvoir traverser son enfance, même son adolescence, sans problème, grâce à ça. Les croyances limitantes, elles deviennent limitantes en réalité et contraignantes à l'âge adulte. C'est à l'âge adulte qu'il va vraiment être confronté à ce monstre qui est cette croyance limitante. Et cet enfant qui est timide et réservé en classe va se retrouver plus tard, peut-être, derrière un bureau toute sa vie, sans ambition. Il ne prend pas la parole dans une réunion, il ne prend pas la parole en public. Ou peut-être a de l'ambition, mais se sent incapable de la réaliser. Il va devoir la castrer, la frustrer, parce qu'il a toujours en lui ce besoin qu'il nourrit en disant « Mais moi, toute ma vie, quand j'ai été timide et réservé, ben, ça m'a bien servi. » Mais ça, c'est une opération consciente ou inconsciente? Le plus souvent inconsciente, jusqu'à ce qu'on travaille avec un psychologue, avec un coach, qu'on soit accompagné, ou la société parfois nous renvoie ça. On va nous dire, mais tu es trop timide, tu manques d'ambition, pourquoi dans cette réunion, alors que moi je sais que tu as la réponse, tu n'as pas osé le dire. La société va nous renvoyer qu'il y a quelque chose qui nous limite, et qui le plus souvent n'a rien à voir avec nos compétences. Nous en avons avec nos compétences. Je suis certain que ça arrivait à tout le monde, y compris à nos téléspectateurs, que d'être dans une réunion, qu'une question soit posée, que nous ayons la réponse, et que nous n'osions pas le dire. Parce qu'elle est tellement limitante qu'on va préférer douter de nous-mêmes en disant « Non, 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 ça ne peut pas être ça, c'est trop simple. C'est sûrement pas la bonne réponse. » D'accord ? Dernier point, c'est que je voudrais quand même dédramatiser, puisque nous avons tous ces croyances limitantes. On en parle comme si c'était vraiment un virus. C'est un poison. C'est un poison. En réalité, c'est un poison qui empoisonne notre vie. On en parlait même avant de commencer l'émission. Absolument. Mais tout le monde en a. Oui. Tout le monde en a. On a tous nos petites zones d'ombre. On a tous nos petits complexes. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les doutes? Oui, mais le doute fait avancer. Il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de foi, même dans un univers plus spirituel. Sans doute, c'est le doute qui fait avancer. La certitude fait stagner. Oui. C'est cette certitude fossilisante qui vraiment bloque, justement. C'est pas bon. Souvent, ça nourrit l'ego et ça ne vient pas nourrir le mouvement. Et pouvoir relever des défis régulièrement, mais c'est ça la vie, c'est ça le mouvement de vie, la pulsion de vie. Sinon, c'est la mort. Hein, c'est ça. Alors, on a donné beaucoup d'exemples d'enfants, en fait, et comment ensuite ça peut se répercuter sur la vie d'adulte.
principalement en milieu professionnel. Mais Younes donnait un exemple en tout début d'émission par rapport à je ne peux pas plaire si je ne refais pas mon nez. L'histoire du physique aussi se joue aussi à travers ces croyances limitantes. Bien sûr, parce qu'il faut donner une forme à sa croyance limitante. Il faut lui donner une forme. Alors, et cette forme peut être mon corps, que je ne peux pas réaliser, je ne peux pas être présentatrice télé si je suis trop petite ou trop grande ou autre chose. Je ne peux pas réussir dans ma carrière tant que j'ai ce patron-là. Il faut que le patron, lui, change pour que moi, je réussisse. On va se donner un tas de prétextes comme ça pour ne pas avancer. C'est peut-être l'une de vos questions qui devrait suivre de toute façon, j'imagine. Allez-y. Laquelle? C'est qu'on est dans notre zone de confort. Exactement. C'est que la croyance limitante, encore une fois, ça c'est un terme un peu barbare, vu de l'extérieur. De l'intérieur, on est bien finalement là où on est. On est bien derrière son bureau. On est bien en faisant cette fonction et en n'étant pas directeur général d'une société. On est dans sa zone de confort. En sortir, c'est un effort. En sortir, c'est compliqué. Ce que tu apportes, effectivement, ça vient toucher le sujet de l'image de soi. Et l'image de soi, que ce soit refaire son nez ou être dans sa zone de confort tranquillement derrière un bureau, c'est un miroir de ce que la société réclame de nous et de notre place dans cette société. Et aujourd'hui, avec la pression des médiatiques, et puis il y a des normes sociétales, soit on y adhère, soit on est rejeté. Et ça, c'est intéressant. Ça vient le fait de se sentir systématiquement rejeté des normes, ça vient d'un manque d'estime et de confiance en soi. Si on est complètement ancré dans la réalisation de soi, finalement, l'enjeu de cette image de soi, il est moindre. Mais justement, ces croyances limitantes, est-ce que ce n'est pas une autre manière de parler de l'estime de soi ou de la confiance en soi? Ça revient à 80%, moi je rencontre en cabinet, 80% des cas reviennent tout le temps, peu importe la demande initiale, revient à travailler sur la confiance et l'estime de soi. C'est vraiment, voilà. Est-ce que justement, ce n'est pas une autre manière d'appeler les choses? En fait, c'est soit en amont une causalité à traiter avant de pouvoir traiter la confiance et l'estime de soi. Parce que cette croyance limitante-là, elle ne se crée pas comme ça. On est dans un milieu social et culturel. Par exemple, si on doit prendre l'histoire du nez. Allez, mon nez n'est pas beau, je ne peux pas plaire, donc je n'ai pas confiance en moi. Je n'ai pas confiance en moi, ou bien c'est une croyance limitante? C'est la même chose, au final. Ça se place sur deux territoires parallèles. Peut-être en coaching, je pense que vous avez une façon d'aborder les choses, peu importe d'où on aborde, il suffit de faire sauter une des données pour que tout lâche et libère la personne. Absolument, absolument. On peut considérer le manque de confiance en soi comme une résultante de croyances limitantes très ancrées et très limitantes. Ne pas séparer les deux, mais les deux sont liés historiquement dans la vie d'une personne. Quelqu'un qui manque de confiance en soi ou d'estime en soi, eh bien, il faut aller chercher effectivement quelles sont c'est justement ces convictions qui font qu'il va manquer de confiance en lui-même, en elle-même. Mais comment on arrive à ne plus s'en défaire? C'est-à-dire qu'on sait que ça nous empoisonne l'existence, ça nous plombe, mais pourtant c'est bien là, c'est bien ancré en nous et on n'arrive pas à dépasser. Quand on commence à repérer un certain schéma répétitif, et une souffrance donc, qui va en découler, je pense que c'est le moment d'aller consulter, entre guillemets. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a une femme, 40 ans, qui va venir pour me dire « Oui, je tombe toujours sur le même type d'homme. Comment ça se fait? J'en peux plus. On profite de moi, on m'utilise. » Et voilà. Et alors, ça vient d'où? Ça revient à travailler sur, évidemment, cette confiance et estime de soi. Ça revient à travailler encore plus loin, si je creuse, sur cette dépendance affective. Et derrière, ça arrive à travailler finalement sur « je ne peux pas juste être moi-même, il faut que je fasse ». Donc c'est faire au lieu de simplement être. Donc c'est toute la journée prouver qu'on est aimable. Et jusqu'où on est prêt à aller, jusqu'à devenir une serpillière pour que cet homme potentiel puisse m'aimer. Et c'est là-dessus qu'on va effectivement travailler. Et pour vous, il y a une histoire de croyance limitante dans ce schéma? Oui, dans la croyance de « je ne peux pas juste être moi-même », donc l'estime de moi, en valeur absolue, il faut qu'en plus, je prouve et que je fasse des choses à n'en plus finir pour prouver que j'ai de la valeur.
on arrive à avoir de la valeur. Et quand on n'a pas de la valeur à ses yeux, voilà. Et par exemple, ce cas précis, parce que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans ce que vous dites, ce cas précis, si on devait remonter la chaîne, ça serait éventuellement dû à quoi? Est-ce qu'il y a une raison commune ou finalement chaque cas est unique? Ça peut très bien, voilà, si je veux un petit peu simplifier les choses, au niveau du stade de l'Oedipe, cette petite fille par rapport à un père, alors ça peut être un père qui ne paye pas attention, qui ne fait pas attention à sa fille régulièrement parce qu'il travaille trop, hein, c'est peut-être pas contre elle, ou un père il suffit d'une seconde, il lui dit, allez, fiche-moi la paix, j'ai pas le temps pour toi. C'est dur quand même d'entendre ça. Il suffit d'une seconde, par exemple, un père qui est toujours présent, et il suffit d'une seconde pour créer quand même une faille aussi importante. Il se crée un nœud, et cette petite fille va aller régulièrement rejouer la scène pour réclamer de l'attention vis-à-vis d'un masculin. Ça peut être un père, ça peut être un homme. Alors moi, ça me frustre un peu d'entendre tout ça, en tant que téléspectatrice, parce que quand je regarde On se dit tout, c'est une émission pour moi qui fait de la sensibilisation, qui fait de la prévention, qui accompagne les parents dans l'éducation des enfants, qui accompagne les adultes aussi, mais ça fait souvent, la psychologie, le développement personnel, fait référence au passé et à l'enfance. Mais là, quand on me dit, moi en tant que père, même si je fais de mon mieux pour bien encadrer ma fille, lui donner beaucoup d'affection. Mais si, en une fraction de seconde, je lui dis, écoute, lâche-moi maintenant, j'ai pas le temps, et c'est humain, et ça peut arriver à beaucoup de parents, eh bien, à ce moment-là, je peux en faire quelqu'un d'assujetti. C'est des colonnes débit crédit, encore une fois. Vous comprenez un petit peu ma frustration? Absolument, absolument. Et en tant que parent également, je la comprends. Mais là, votre question, en fait, vous mettez une pression. Vous mettez la pression du parent parfait. Le parent parfait n'existe pas. Ou s'il existait, ce serait simplement le parent qui fait de son mieux, justement, qui fait simplement de son mieux. Dans la construction de ces pensées limitantes qui sont nécessaires, j'insiste, c'est un poison qui est utile. Je ne connais personne qui n'en est pas. Et c'est parce qu'on est conscient. La différence entre les personnes, c'est ceux qui en sont conscientes et qui font quelque chose pour dépasser, et ceux qui n'en sont pas conscientes et donc du coup, ils ne font rien pour évoluer. Dans la construction des croyances limitantes, il y a deux scénarios, en gros, si on voulait simplifier, où il y a un vrai traumatisme, d'accord? Il y a un traumatisme psychologique, émotionnel, voilà, et on prend une décision. Pardon, parce que moi, en ayant cet exemple de la femme qui va toujours tomber sur des hommes qui vont la maltraiter à outrance, pour moi, forcément, il y a un gros traumatisme derrière. Là, on parle effectivement du premier cas. Mais là, c'est 90% mais des cas. dans l'exemple, dans la raison, dans la cause initiale, ne parlait pas véritablement d'un gros traumatisme. Les traumatismes. Pardon, c'était justement, excuse-moi Rislaine, c'était justement le deuxième scénario, où tout le monde n'a pas vécu forcément un gros traumatisme comme l'exemple de Rislaine. Et 90% des gens vont au contraire vivre des choses qui sont imperceptibles, tellement petites qu'elles sont imperceptibles. D'ailleurs, on connaît cet effet, hein, les psychologues appellent ça l'effet papillon. Ce sont des toutes petites choses, aussi légères que le battement des ailes d'un papillon, mais qui vont s'accumuler et qui vont créer un tsunami de l'autre côté de la planète. Absolument. Et donc, c'est plusieurs commentaires, c'est chaque jour, c'est en classe, c'est à la maison, c'est le grand frère. Et ça va s'accumuler. Et à un moment, je vais être convaincu que tout ce qu'on me dit, si ça fait plusieurs années qu'on me le dit, c'est que ça doit être vrai. D'accord? C'est ça, c'est en ça que c'est dangereux. On commence à y croire, donc on n'y croit pas directement. Ça se construit au fur et à mesure. Et après, on se dit... voilà la bonne nouvelle, hein, oui, d'accord. Quand même, voilà, on va arrêter. La bonne nouvelle, c'est que tous les humains sont logés à la même enseigne. Et encore, voilà. L'idée, c'est d'en prendre conscience. Et qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je continue à me victimiser ou je prends la responsabilité de ma vie, de mon destin? Et c'est ça. C'est ça le but, on va dire, de l'émission d'aujourd'hui. C'est pas de dire attention, préserver les enfants. Oui, on veut bien, mais il n'y a pas de parents parfaits. Comme disait Younes, merci. Un chemin de vie, ça met beaucoup de pression. Mais exactement, c'est voilà, aujourd'hui, on en a conscience. Mais comment en avoir conscience, justement? Alors c'est une souffrance, c'est des schémas répétitifs, c'est ce que aussi les autres nous renvoient.
C'est une espèce de réputation, oui, bah, toi, de toute façon, tu es tout le temps attiré par ce type d'homme. Ou toi, de toute façon, dès qu'il y a une promotion au boulot, c'est les autres qui vont la chercher, c'est pas toi. Même en tant qu'adulte, hein, c'est un conjoint qui peut nous renvoyer ça. Donc voilà, à un moment, dès que ça commence à faire mal, c'est là le signal d'alarme pour aller désenclaver cette croyance limitante et s'en libérer. Alors on va donner dans un petit moment, on va faire le break, on va donner ensuite ce petit guide pour les téléspectateurs pour s'en débarrasser de ces croyances limitantes. Mais avant, Younes, vous avez publié justement un article sur ces croyances limitantes, mais en management, dans Nafs Magazine. Pourquoi le management en particulier? Alors, le management, parce que c'est quand même une bonne partie de notre vie, une bonne partie de notre journée. Le lieu de travail est un formidable lieu de thérapie. Le lieu de travail est un formidable lieu d'observation des croyances limitantes et des zones d'ombre des gens en général. Ce qui ne se manifeste pas chez soi peut se manifester au travail, justement. Parce que chez soi, on est bien. Personne ne vient nous confronter, mais au travail, là, on est obligé... Ou pas. Mais au travail, on est quand même obligé d'aller de l'avant, de s'exposer lorsqu'on n'en a pas envie. Chez moi, si je suis pas bien, je me mets sous une bonne couette, je regarde un film, j'essaie de dormir ou un bon bain. Et puis... Mais au travail, je suis obligé d'être un être sociable. Je suis obligé de travailler, de présenter, de défendre mes projets. Et donc... cette obligation-là va me confronter à mes peurs, va me confronter à ma timidité, va me confronter à mes croyances limitantes. Et ce qui m'arrangeait dans l'enfance ou ce qui m'arrange chez moi ne m'arrange plus en milieu de travail. Ne fonctionne pas dans mon lieu de travail. Et on va justement retrouver dans un petit moment les téléspectateurs pour faire le point encore une fois sur ces croyances limitantes. Justement, en prendre conscience, c'est déjà un très très bon début. On continue la discussion. À tout de suite. Toujours avec vous sur le plateau d'On se dit tout sur Médien TV. Très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième partie. Encore le point sur les croyances limitantes. Et puis ensuite, on enchaînera sur le psoriasis. Ces croyances limitantes, en prendre conscience, c'est déjà une bonne étape vers les résolutions. Et on en parle tout de suite avec vous, Rizlan Charaibi. Vous êtes psychothérapeute, fondatrice de l'Institut marocain de psychothérapie intégrative. Et Younes Lhiaoui, directeur de la rédaction et de la publication de Nafs Magazine. Vous êtes également coach, consultant en développement personnel. Donc, on disait, merci de nous rassurer déjà, on disait, ces croyances limitantes font partie de la construction de l'individu, de sa structuration. Qu'on le veuille ou non, en tant que parent, on ne peut pas les éviter à nos enfants, mais par contre, en prendre conscience, c'est déjà une bonne chose et en général, on en prend conscience à l'âge adulte. Est-ce que souvent, on en parlait juste avant le break, on parlait de ces croyances limitantes dans le milieu professionnel, est-ce que souvent, c'est le milieu professionnel qui vient faire l'effet miroir à ces croyances limitantes, Younes? Bien sûr. Je le disais, hein, pour beaucoup, il ne s'agit pas de faire peur à un téléspectateur, mais le milieu professionnel, pour beaucoup, c'est une véritable jungle, avec un tas d'espèces autour de nous qui vont venir nous déranger, défendre leur territoire, des équipes commerciales par exemple, travailler directement avec la direction générale, tout ça, des délais, des chiffres, des objectifs à atteindre, tout ça, ça impose une pression énorme qui nous oblige à sortir de notre zone de confort. Et c'est là qu'on va prendre conscience qu'on n'est pas bon en prise de parole en public. D'accord? Que moi, ce qui me plaît, c'est les chiffres. On pense ne pas être bon. Ouais, exact. J'utilise les termes qu'on va se dire intérieurement. D'accord? Dans l'absolu, on peut être excellent absolument partout. Maintenant, on va se dire, mais moi, ce que j'aime bien, c'est dans mes chiffres, dans mes tableaux, mais on me demande d'aller présenter en public. Ça me correspond pas. Ça, c'est une croyance limitante que lui, il est fait pour les chiffres, il n'est pas fait pour les présentations en public. Ça va l'obliger à le faire quand même, parce qu'il est payé également pour défendre ses projets. Mais le milieu du travail est un formidable lieu, miroir. Mais à vous entendre, on dirait qu'il n'y a pas d'histoire de compétences non plus. C'est-à-dire qu'on balaie les compétences et ce qui va nous faire avancer, c'est ces croyances limitantes ou non. Et non pas les compétences. Dans l'absolu, la compétence est un problème un peu plus simple à résoudre que celui de la croyance limitante. Parce que la compétence est une question de formation, c'est une question de recherche, c'est une question d'encadrement. Et lorsqu'on sait ce qu'on veut, lorsque notre objectif est clair et qu'on s'est débarrassé de nos messages contraignants, de nos croyances limitantes, la compétence
va faire partie de ce parcours vers la Mais il faut réussite. d'abord s'en débarrasser de ces croyances Il limitantes. faut la travailler, Parce bien que sûr. finalement, même la prise de parole, si je pense que je ne peux pas prendre la parole en public, je pense manquer de compétences, alors que pour vous, les spécialistes, c'est une croyance limitante, et que je me lance dans un séminaire de développement et de prise de parole, et que j'en suis capable, enfin voilà, j'ai l'impression que c'est... Ouais. Alors, pardon, ça s'imbrique. Non, c'est sûr que voilà, à un moment donné, la souffrance va être telle, ou le mal-être, ou le malaise va être tel que le cerveau va décider de passer à l'action et ça passe ou ça casse. Et souvent, il faut croire en sa petite lumière intérieure, en ses ressources intérieures, en ses forces, pour pouvoir juste aller chez un professionnel pour que... On ne fait rien, nous, on catalyse, c'est tout. Tout se trouve chez la personne. Juste le fait de débloquer la situation. Et c'est sûr que, bon, d'un point de vue le point de vue du coach, ça se passe essentiellement au niveau du travail. Oui. Et moi, c'est vrai que je rencontre encore plus, de façon, plus souvent, que ça se passe vraiment au milieu de la famille. Parce que tout à l'heure, justement, Younes disait, c'est dans le milieu professionnel, on en parle, et vous disiez, parce qu'à la maison, on n'en parle pas forcément. On n'en parle pas, où il y a le chouma, il y a le haram, il y a le manque de communication, il y a toutes ces ruptures de couple. Enfin, il y a le divorce, c'est 50% au Maroc maintenant, en 2016. Et donc, les repères volent en éclats. Ouais, comment est-ce qu'on se retrouve dans toute cette situation-là? Alors, bon, voilà. S'il y a Pour des vous, solutions... il y a une part importante de croyances limitantes dans les problèmes de couple? Complètement. Par exemple? Par exemple, au niveau d'un couple qui va divorcer, il y a des attentes. Il y a des attentes de la part de la femme, il y a des attentes de la part de l'homme. Et c'est aujourd'hui, en fonction de la structure psychique de chacun, de l'éducation, de la pression sociale, de cette société de consommation, où il faut accumuler des biens au lieu juste d'être dans le bien-être, la spiritualité, voilà, tous ces besoins de développement personnel et le fait de juste se réaliser. Et il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Et voilà, c'est ça qui vient Alors, en contradiction. ce qu'on dit aujourd'hui aux téléspectateurs, c'est qu'il faut prendre conscience de ces croyances limitantes. Et en fait, le baromètre, c'est quoi? C'est une souffrance? Oui, souffrance ou pas, c'est s'observer. L'observation est le point de départ de tout travail sur soi. Simplement observer comment je réagis au changement, par exemple. On m'annonce un changement de poste, on m'annonce un changement d'entreprise. Quelle est ma relation à ça? Est-ce que j'accueille? Est-ce que ça me pose un véritable problème? Comment, si j'observe où j'en suis par rapport à mes projets, où j'en suis par rapport à mes rêves, où j'en suis par rapport à mes objectifs annuels, par exemple, même au travail, c'est déjà un bon départ. C'est vraiment un véritable départ pour observer qu'il y a une tension. Qu'il y a une tension. Le changement, je le disais, c'est une thématique sur laquelle on accompagne beaucoup d'entreprises aujourd'hui, qui est une véritable problématique, une fois annoncée. Et qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime que les gens sont bien dans leur zone de confort, ce qu'ils ne veulent pas changer, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables d'aller plus loin. Ils ne sont pas capables de travailler avec cette équipe, parce que ça fait des années qu'ils travaillent avec celle-ci, d'accord? Que ça fait des années qu'ils sont dans tel département, et maintenant que le besoin se manifeste ailleurs, et qu'eux, ils pensent que voilà, qu'ils n'en sont pas capables. Donc, observer simplement les tensions qu'on a. Ensuite, cette observation va mener à une prise de conscience. On le sait. Une fois qu'on le sait... Si, par exemple, je vis mal les changements, Oui. je me dis, attention, c'est peut-être une croyance limitante. Alors, il faut aller voir pourquoi. D'accord? Qu'est-ce qui fait que je vis mal ce changement-là? Mais c'est déjà le premier, le premier, on va dire, baromètre. Oui, toute tension est une indication, c'est un signe, une tension. Les choses qui se font dans l'effort sont une opportunité pour observer ce qui se passe en moi. Ce n'est pas de la philosophie, mais dès que je vis mal une situation, elle dit quelque chose de moi. D'accord? Lorsque les choses se passent sans tension, c'est qu'il n'y a pas de problème. Lorsqu'il y a une tension, il y a une pression, il y a une inquiétude. Mais c'est humain aussi. Mais heureusement que c'est humain. C'est humain et nécessaire, mais pourquoi, face à toute pression, on peut se dire, attention, il y a une croyance limitante derrière? Non, il ne faut pas stigmatiser. C'est dommage. Voilà, on n'est pas tous potentiellement pathologiques en train de circuler dans la ville. Surtout à Casa, on est tous un peu, voilà. On est tous sous tension. Il y a des tensions viables qui permettent d'avancer, c'est des ressorts. Et il y a des tensions, c'est pour ça que c'est limitant et freinant. Alors maintenant, s'il y a un processus à mettre en place rapidement à la maison pour pouvoir débloquer une étape à la fois. Si on a comme un autodiagnostic. Voilà, il y a un autodiagnostic, on a repéré qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Maintenant, quelle est ma solution? Parce qu'il ne suffit pas que de repérer, mais il y a aussi une forme de rigidité. Certaines personnes pourraient se dire, mais
tout ce qui fait que je me sens mal vient des autres et non pas de moi. Bon, ben ça, déjà, c'est un indicateur de ne pas prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Soit on est responsable de tout ce qui nous arrive. Et l'utiliser comme une opportunité de grandir et de s'améliorer, c'est ça qui est intéressant d'aller faire, hein, au lieu d'aller accuser les autres et de pointer du doigt les autres. C'est ça, il faut vraiment sortir de ça. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Voilà. Une question à se poser qui est très précieuse. Une fois qu'on est conscient qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer, c'est ça une croyance limitante, c'est quelque chose qui me tire vers le bas. J'en suis tellement convaincu que je vais justifier mon comportement par toutes les raisons possibles, y compris les autres, ou le patron, ou le travail, ou la société, ou au Maroc, ou un autre pays, et on ne se remet jamais en cause. Une fois qu'on s'est remis en cause et qu'on a identifié une limite, une question très précieuse serait de se dire à quoi ça me sert de croire ça, d'accord? Ou à quoi ça m'a servi? À quoi ça m'a servi jusque-là et à quoi ça me sert encore de me dire c'est à cause des autres que je ne réussis pas, d'accord? Parce que ça me sert à quelque chose. Forcément, chaque limite, chaque croyance limitante va venir nourrir un besoin, qu'on le veuille ou pas. On arrive à une partie très confrontante, on arrive à une partie que les gens n'ont pas nécessairement envie d'entendre, que mes limites, que mes convictions limitantes nourrissent un besoin, qu'elles m'arrangent finalement. Et on le disait tout à l'heure, elles m'arrangent parce qu'elles me permettent de rester dans ma zone de confort, de continuer à blâmer les autres sans jamais me remettre en question. Avancer, parce que j'imagine qu'on a attaqué la partie où il faut parler de solutions. Absolument. Ben, ça commence... Mais avancer justement, est-ce qu'on peut avancer seul ou il faut absolument être accompagné par un spécialiste? Est-ce que par exemple si je détecte une croyance limitante qui m'empêche d'avancer professionnellement et que je me dis, bon, je regarde l'émission, je me dis, bon, je peux mettre en place telle et telle action, est-ce que je peux les mener à bout toute seule ou à un moment ou à un autre dans le processus, je serai retirée parce que j'ai besoin de revenir dans ma zone de confort? Je pense que ce n'est pas du tout absolument obligatoire, sinon ce serait pathologique, comme le disait Rizlan. On peut faire un bout de chemin seul, bien sûr. Vous savez, à partir du moment où vous avez identifié vos croyances limitantes, je peux vous assurer que vous avez fait 80% du chemin déjà. Le plus dur, c'est de faire arriver, c'est d'arriver à ce que les gens soient convaincus que c'est eux qui l'ont créée, c'est eux qui la nourrissent et c'est eux qui renforcent cette croyance limitante. Une fois que vous avez ce travail-là, le travail est déjà fait. Comment ne pas s'en vouloir? Parce que justement, si je définis ma croyance limitante et que je l'entends le spécialiste dire « Oui, mais Yasmine, si tu as telle croyance, c'est à cause de toi, c'est toi qui l'as installée, c'est toi qui l'as nourrie, c'est toi qui l'as fait grandir. Comment ne pas m'en vouloir à moi-même ensuite? Le travail avec un thérapeute permet de connecter cette compassion qu'on peut avoir avec soi. Et donc besoin du thérapeute finalement. Bon, alors il y a des lectures aussi extraordinaires, il y a des livres quand même incroyables qu'on peut juste lire, il y a de grands déclics qui ont lieu grâce à ça. Il y a beaucoup de livres de développement personnel, voilà. Peut-être vous donnerez une bibliographie. Mais pourquoi ne pas juste Internet. simplement dédramatiser la situation en disant ben non, pas forcément, vous n'allez pas forcément vous sentir mal. Très bien, ça fait partie de la construction de l'individu. Et puis vous l'avez remarqué, vous l'avez neutralisé. Et puis voilà, on l'a balayé. Il y a des choses très simples à faire à la maison. Si on repère un défi qu'on a envie de réaliser, de relever, et qu'on repère après, qu'on peut noter en deuxième étape, les croyances limitantes qui nous retiennent, cette espèce d'élastique qui voilà. Et ce que ça nous empêche de faire. Si les enjeux de ce que ça nous empêche de faire commencent à devenir vraiment inconfortables, là, on va pouvoir agir dessus et se dire, allez, si je prends le contraire de cette croyance limitante, par exemple, je ne suis pas capable de parler en public, et si j'étais capable? Et si par exemple, rapidement, là il reste un peu moins d'une minute, rapidement, si en tant que parent, on note déjà que notre enfant est en train de développer et de cultiver une croyance limitante. Formidable. Formidable. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Formidable. On l'accompagne, on communique. Tout se fait grâce à la communication. Si l'enfant dit « Maman, je suis incapable, par exemple, de faire mes devoirs seul ». Alors, vous serez une maman, vous êtes déjà une maman très chanceuse si votre enfant vous dit ça. Ouais, parce que il vous ouvre une porte formidable de l'écouter simplement. Ce qu'on fait en tant que consultant en développement personnel, on ne fait qu'écouter d'abord. Poser des questions, faire jouer à l'effet miroir.
communication résout absolument tout. Si votre enfant exprime cette croyance-là, c'est déjà une très bonne chose. Formidable. Eh ben, super. Il faut vraiment aller repérer chez cet enfant les bénéfices secondaires. Je n'arrive pas à faire mes devoirs seul. Ce qu'il faudrait peut-être entendre, c'est j'ai besoin de passer du temps avec toi. Et c'est ça qui est intéressant. Eh bien, merci beaucoup pour ce formidable moment passé ensemble. Les croyances limitantes, les repérer pour s'en débarrasser. C'était notre sujet du jour avec vous, Rizlan Charabi, psychothérapeute fondatrice de l'Institut marocain de psychothérapie intégrative, et Younes Lhiaoui, vous êtes directeur de la rédaction et de la publication de Nefs Magazine et coach consultant en développement personnel. Moi, je reste avec vous, je vous retrouve vraiment dans très peu de temps avec le docteur Achraf Oudriri, il est dermatologue et on va parler de psoriasis. À tout de suite. Allez, on continue avec vous cette discussion, cette fois-ci sur une maladie de la peau, le psoriasis, une maladie de la peau, une maladie dermatologique, mais qui peut être aussi une maladie psychosomatrice. On en parle avec vous tout de suite. Docteur Achraf Oudriri, vous êtes dermatologue à Rabat. Bonjour, docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. C'est tout le plaisir est pour moi. Je vous remercie pour cette invitation, d'autant plus pour une maladie qui me tient spécialement à cœur. Alors le psoriasis, la journée mondiale, c'était le 29 octobre dernier. C'est une maladie de la peau qui peut toucher différentes parties du corps, qui n'est pas contagieuse, mais beaucoup stigmatisée et qui peut altérer la qualité de vie des patients. D'abord, docteur Oudriri, on ne parle pas d'un psoriasis, mais de plusieurs psoriasis, n'est-ce pas? En effet, il y a plusieurs formes. Et je dirais même qu'il y a autant de patients psoriasiques que de formes de psoriasis. Donc c'est toute la difficulté de cette maladie qui est souvent handicapante, affichante, responsable d'un stress. C'est en effet une maladie psychosomatique par excellence. Alors, justement, le psoriasis, c'est dû à quoi? Alors, le psoriasis est une maladie qui est due multifactorielle. On commence de mieux en mieux à comprendre à quoi est due cette maladie. Durant les 2 dernières décennies, il y a eu de grandes avancées concernant le psoriasis. On sait maintenant qu'il y a un déterminisme génétique. Dans une grande partie des formes de psoriasis, vous avez une prédisposition, c'est-à-dire qu'on a réussi à identifier un certain nombre de gènes qui font que telle personne porteuse de ces gènes va avoir un terrain qui va faire que durant sa vie, elle aura la possibilité de développer un psoriasis. Puis, sur ce terrain génétique, vont venir se greffer un certain nombre de facteurs environnementaux qui vont faire déclencher la maladie ou vont rythmer les poussées-rémissions parce que, on le sait très bien, le psoriasis est une maladie chronique qui évolue par poussée-rémission. Donc, il y a le déterminisme génétique et vous avez un ensemble de facteurs dont éventuellement le stress, le choc émotionnel. Ça, là, c'est important de distinguer la chose. Le choc émotionnel n'est pas la cause du psoriasis. Il y a un terrain et le choc, c'est le facteur aggravant, parce que parfois, ce n'est pas le facteur déclenchant, c'est un psoriasis est là, mais il va faire que le psoriasis va flamber, va s'aggraver chez la personne. Et puis, vous avez d'autres facteurs qui ont été identifiés, comme certains médicaments, par exemple, qui peuvent déclencher ou aggraver un psoriasis. Des médicaments particuliers? Des médicaments particuliers, par exemple, certains médicaments qui sont utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle. Donc, c'est des médicaments qui sont très largement utilisés et il a été démontré qu'ils ont la capacité d'aggraver un psoriasis existant ou de déclencher un psoriasis. Vous avez donc toute une série de médicaments. C'est pour ça que la prise en charge du patient psoriasique est globale. Il ne s'agit pas juste de lui donner un traitement. Il y a aussi une prise en charge cosmétique qui est très important. On va arriver à tous ces détails qui sont très importants, voilà. Mais est-ce qu'il y a un âge particulier où le psoriasis se déclenche ou, comme vous dites, chaque patient psoriasique est un cas particulier? Alors, on peut dire que le psoriasis peut toucher toutes les catégories d'âge, depuis le nourrisson jusqu'au sujet âgé. Il peut se déclencher à un âge tardif ou à un âge précoce, mais il y a une catégorie qui est, on va dire, la plus touchée. D'accord? C'est souvent les adolescents et les adultes jeunes, c'est souvent la catégorie de déclenchement du psoriasis. Des jeunes actifs. Et vous avez une forme de psoriasis qui est à déclenchement un peu plus tardif, c'est-à-dire après l'âge de 35-40 ans. Mais, comme on l'a dit, cela n'empêche pas qu'on puisse voir des sujets dont le psoriasis va se déclencher à un âge
autrement plus tardif, au-delà de 50 ans, de 60 ans. Mais on va dire que la population jeune, enfants, adolescents et jeunes actifs, c'est la catégorie où on voit le plus de psoriasis. Parce qu'il y a justement ce facteur de stress. Très probablement. Très De probablement, c'est là où l'organisme est soumis à plus de tension, plus de problèmes, plus de stress. Et donc, là où ce déterminisme génétique va se greffer le facteur de stress et va faire que chez cette population-là, on verra plus de psoriasis. Alors, est-ce que c'est fréquent? Très fréquent. Il faut dire qu'il y a eu des études qui ont été faites, et là je me permets de donner quelques chiffres. Bien sûr. La fréquence ou l'incidence du psoriasis dans le monde varie de 2 à 5% dans le monde. C'est-à-dire, selon les différentes études dans les différents pays, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique. 5% de la population mondiale. 2 à 5%, c'est-à-dire dans des pays ça sera 3, dans d'autres ça sera 2, mais la moyenne est de 2 à 5. Et vous imaginez bien que 5% de la population, c'est énorme. C'est une pathologie qu'on classe comme fréquente ou très fréquente. Ce n'est pas une pathologie rare, même si dans l'esprit des gens, 5% peut paraître comme faible, mais à l'échelle d'une population, au Maroc par exemple, si on a 34 ou 35 millions, eh bien, vous aurez plus de 900 000 psoriasiques connus. C'est un chiffre, c'est une pathologie qui constitue un enjeu de santé publique. Alors, le côté génétique, quelques chiffres, quand on a les deux parents, un des parents qui est psoriasique, eh bien, la chance d'avoir un psoriasis dans les enfants est de l'ordre de 17%. Est-ce qu'on peut faire de la prévention, justement, quand on connaît le terrain familial? On peut faire de la prévention, ce qu'on appelle, nous, la prévention secondaire. Mais primaire, non. La prévention primaire qui, pour que les gens qui nous écoutent nous comprennent, c'est-à-dire faire en sorte que la maladie ne survienne pas, absolument. est difficile. Vu qu'il y a des facteurs génétiques, c'est difficile chez une population non porteuse de la maladie de faire en sorte qu'elle n'apparaisse pas. On est programmé en quelque sorte à faire un psoriasis, mais par contre on peut faire de la prévention secondaire. On a dit que le psoriasis est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'il va évoluer par poussée, rémission. Il y a des phases où le malade s'en sort bien, il a très peu de plaques ou pas, et il y a des phases où il a plus de plaques. Ces plaques sont douloureuses? Les plaques ne sont pas douloureuses en général du psoriasis, sauf lorsqu'elles siègent dans certains endroits, comme par exemple les paumes, les plantes, où il peut y avoir des fissures. Ça peut être douloureux, mais en général, sur le corps, les plaques ne sont pas douloureuses. Elles peuvent parfois gratter. Un tiers des patients grattent en général dans la maladie du psoriasis. Donc ça en fait plus une maladie douloureuse pour le psychique que pour le physique? Très douloureuse. C'est une maladie très douloureuse psychologiquement parce que c'est une maladie affichante, parce que c'est une maladie qui siège très souvent sur des zones exposées à l'œil de l'autre. Donc c'est une maladie qui a un retentissement sur le psyché du patient, sur sa qualité de vie qui peut être très conséquent et qui est variable d'un patient à l'autre. Il y a des indices maintenant de qualité de vie qui rentrent dans notre prise en charge du psoriasis et qui font qu'on va essayer d'établir si ce psoriasis chez ce patient-là retentit plus ou moins considérablement sur sa santé, sur sa psychologie, sur sa qualité de vie, sur son travail, sur son insertion sociale, etc. et qui permettent parfois, si je me permets, le psoriasis ne peut ne pas être très étendu, mais l'indice de qualité de vie est énorme et qui va motiver une intervention thérapeutique plus importante. Thérapeutique psychologique notamment? Pas la thérapeutique psychologique est toujours de mise, mais parfois on va accélérer le traitement, on va rehausser le traitement juste parce que le retentissement psychologique est très... Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez parfois deux patients. Chez l'un, vous avez quelques plaques, mais un retentissement psychologique qui est important. Et chez un autre patient, vous avez une surface corporelle atteinte qui est beaucoup plus importante, mais qui arrive à gérer psychologiquement. Le retentissement est moindre. C'est pour ça que je vous dis que chaque psoriasique a son propre psoriasis. Alors justement, on va parler du traitement. Le traitement, il vise à quoi? Il vise à espacer les poussées, à les réduire, à réduire les symptômes? Alors je vais d'abord me permettre de dire une phrase très importante en mon sens, c'est que il ne faut pas dire que le psoriasis n'a pas de traitement. Souvent, on a tendance à dire cette phrase. Le psoriasis, on peut dire, n'est pas guérissable. C'est-à-dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas
encore de traitement disponible. Ce qui en fait une maladie chronique. Tout à fait. Qu'on va indiquer chez le patient, qu'il va prendre et le psoriasis va disparaître à jamais. Ça n'existe pas pour l'instant. Peut-être à l'avenir qu'il y aura d'autres avancées thérapeutiques. Mais notre but en tant que praticien est d'atteindre la rémission, c'est-à-dire de faire disparaître toutes ou la majorité des plaques de psoriasis et de garder ce patient le plus longtemps possible en rémission et prévenir la survenue des poussées. Parce que tôt ou tard, on le sait, le patient, quand il sera resoumis à un facteur psychologique de stress, quand il prendra un médicament déclencheur, quand sa peau ne sera pas bien entretenue, très sèche, ou qu'il y aura une infection intercurrente, il y a beaucoup de facteurs qui vont faire que le psoriasis va se réveiller. Bien ce terme, se réveiller. Donc, on va faire ce qu'on a appelé la prévention secondaire. C'est pour ça qu'il y a le traitement d'attaque et le traitement d'entretien. Le traitement d'attaque vise à faire disparaître les plaques de psoriasis. Le traitement d'entretien vise à garder le patient dans un état acceptable ou dans un état de rémission, si possible, le plus longtemps possible. Alors, on parle de cette prévention secondaire? La prévention secondaire, c'est, si on veut la comprendre, il faut comprendre les mécanismes du psoriasis. Okay. Le psoriasis est une maladie inflammatoire, chronique, non contagieuse, vous l'avez dit. Chronique, ça veut dire qu'il y a une inflammation. C'est pour ça qu'on voit des plaques rouges, parce qu'il y a une inflammation locale au niveau de la peau. Et il faut le dire, le psoriasis peut atteindre la peau, les cheveux, les ongles. Pas obligatoirement les trois mais les trois peuvent être atteints. Et il faut dire aussi que le psoriasis n'atteint pas les organes, n'a pas de retentissement interne, mais il peut atteindre les articulations. Donc il y a ce qu'on appelle le rhumatisme psoriasique. D'accord. Toute douleur articulaire chez un psoriasique n'est pas forcément un rhumatisme psoriasique, mais il faut garder à l'esprit chez les psoriasiques qu'il peut y avoir un rhumatisme. Et cette prévention secondaire, elle se base sur quoi? Elle se base sur une hydratation, avec une hydratation adéquate, avec souvent des produits qui sont à base d'urée ou d'acide salicylique. Mais en général, ce sont des produits qui coûtent cher. Ce sont des produits cosmétiques qui relativement... Les laboratoires font l'effort de diminuer un petit peu les prix, surtout que c'est des produits en termes de cosmétiques qui ne sont pas remboursés. Absolument. Les produits de traitement, pour quelques-uns, sont remboursés, heureusement, fort heureusement, mais la cosmétique, qui est le continu, le quotidien du psoriasis, malheureusement, ce n'est pas encore remboursé. Et comme c'est du quotidien, effectivement, ça coûte cher. Alors, il y en a pour toutes les bourses, en quelque sorte. Mais alors, il y a une hydratation adéquate. En 30 secondes, l'alimentation est concernée aussi? L'alimentation, au jour d'aujourd'hui, n'a pas d'effet sur le psoriasis. Il est inutile d'aller faire des régimes chez les psoriasiques. Par contre, il y a ce qu'on appelle le syndrome métabolique. C'est-à-dire, les études ont montré que les psoriasiques font beaucoup plus de problèmes cardiaques, de problèmes d'hypertension artérielle, de problèmes d'accidents ischémiques, cardiaques ou cérébraux. D'accord, donc une véritable prise en charge et un véritable suivi parce que ce sont des personnes à risque. Des personnes à risque, j'ouvre juste une fenêtre d'espoir, c'est qu'il y a des nouvelles thérapeutiques en termes de psoriasis, notamment ce qu'on appelle les biothérapies, qui sont certes pour l'instant chères, mais qui apportent une vraie qualité de vie pour les formes difficiles de psoriasis. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Dr Achraf Oudghiri, vous êtes dermatologue à Rabat. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité. Très, très heureuse de vous avoir retrouvé une nouvelle fois sur Média TV dans On se dit tout. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne et à très vite.